Yaorana Kaohanui et bienvenue dans Manava. Dans une société inondée d'informations, voire même de fake news, il devient important de s'éduquer aux médias. C'est ce que propose la DG2E au travers de la semaine de la presse et des médias dans l'école. Nous en parlons avec nos invités. Jasmina Lian, chef de pôle du CLEM, centre de lecture médiathèque de la DG2E et professeur des écoles. Yorana. Wes Spitz, professeur et référent pôle média au CMEA, centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active et intervenant au village des médias. Oui, Yorana. Sandrine Guillonnet, journaliste. Yorana. Et Perrine Chambaud, professeure documentaliste au lycée Diadème, coordinatrice de la SPME pour le second degré. Yorana. La semaine de la presse et de l'éducation aux médias est organisée par la DG2E. Ça a déjà commencé, on est en plein dans cette semaine. Jasmina, qu'est-ce que la SPME ? C'est vraiment la SPME, Semaine de la presse et des médias dans l'école. C'est un événement national, c'est le premier événement éducatif national qui regroupe le plus de partenaires, de participants, si on compte le nombre d'élèves et d'adultes et de partenaires. Donc, il y a environ 4 700 000 élèves qui participent au niveau de la France, mais aussi au niveau de tous les territoires, d'autres territoires. Donc, et puis, voilà, il y a beaucoup de partenaires qui les rejoignent avec les enseignants, les professeurs des écoles, des professeurs documentalistes et des professeurs de toutes les disciplines qui œuvrent autour de l'éducation et des médias dans l'école. Wes, pourquoi est-ce qu'il est important d'éduquer les enfants aux médias dès leur plus jeune âge ? Alors non seulement c'est important, mais c'est urgent depuis au moins une dizaine d'années, parce que quand on voit nos enfants qui sont plongés dans un univers numérique de plus en plus tôt et de plus en plus souvent, si on laisse nos enfants avec des objets connectés sans accompagnement, on aura une société à la limite sans citoyens. Donc il est très important de fournir un cadre et de bien être d'accord sur ce qu'il est important de faire pour un usage raisonné des technologies. En fait, on ne fait pas n'importe quoi. Et donc, c'est vraiment cet esprit de citoyenneté qu'il est urgent d'accompagner avant d'avoir une société où on n'a que des gens qui sont sur l'écran et rien d'autre. Alors, on parle de médias. Sandrine, comment est-ce qu'on peut expliquer aux enfants ce que c'est un média ? Alors, je rejoins Wes sur le fait qu'effectivement, un média aujourd'hui, surtout pour les jeunes, c'est tout et n'importe quoi. C'est beaucoup de médias numériques. 70% des jeunes des 16-30 ans suivent l'actualité sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, ce qu'il faut surtout leur expliquer, je pense, c'est qu'ils ne vont pas aller vers les médias traditionnels. Donc, il faut surtout leur expliquer que ce qu'ils voient, c'est apprendre avec des pincettes. En fait, faut surtout leur apprendre, je pense, la culture du doute et du questionnement. Et puis ensuite, si un sujet les intéresse, eh bien qu'ils aillent sur Google, tout simplement. Et là, ils recoupent les informations, ils cherchent à en savoir plus. Mais il n'y a pas non plus de remède miracle contre ça. Je pense que il faut les éduquer à douter et à vérifier. Globalement, ce qu'on connaît comme médias, c'est la télé, la radio, la presse écrite. Mais aujourd'hui, il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a d'autres choses encore ? Il y a les plateformes, il y a YouTube. Les jeunes sont énormément sur YouTube. Donc, il y a des très, très bonnes choses sur YouTube. Mais bon, il faut les accompagner, en fait. Leur apprendre, leur dire que ce qu'ils voient, c'est pas parole d'évangile. Et donc, mais je pense qu'ils doutent aussi. Ils sont habitués, ils sont dans cet univers depuis toujours. Et donc, ils doutent, ils savent qu'il y a des médias traditionnels et qu'il y a des choses sur les réseaux sociaux. Et donc, quand ils ont un doute, il faut qu'ils vérifient. Transition parfaite, Perrine. Quel est le rapport des jeunes par rapport aux médias ? Alors, en établissement scolaire, c'est vrai que d'abord, on s'aperçoit d'un premier constat que les jeunes sont déjà au courant un peu de nos préconisations et de la sensibilisation qu'on fait parce que maintenant, c'est pas nouveau. Donc, tout ce côté d'éducation aux médias et à l'information, le discours est déjà intégré. Maintenant, entre l'entendre en tant qu'élève et le pratiquer en tant que citoyen éclairé, il y a un pas. Et c'est là où nous, on va œuvrer pour ça. Donc, les jeunes, ils sont aussi régulièrement informés. Ils s'informent. Encore ce matin, j'avais des étudiants qui disaient qu'ils s'informaient effectivement par les réseaux sociaux. Ce qu'il faut arriver aussi à leur faire comprendre que
le média traditionnel a plusieurs supports et qu'on peut très bien suivre un média fiable et référent au niveau de l'actualité à travers un réseau social, et donc qu'il soit à même de distinguer un peu les différentes sources qui passent sur les réseaux sociaux. Et quand on passe sur des réseaux sociaux comme YouTube ou Instagram ou TikTok, maintenant les chaînes d'information sont rentrées aussi par ces biais-là. Donc c'est à nos élèves aussi de discerner d'où vient l'information et essayer de s'ouvrir un peu à cette culture médiatique. Quand tu parles de médias référents, on parle de quoi? De la télévision? On parle de titres en fait qui sont, on va dire, pérennes et qui ont déjà, qui sont institutionnalisés au niveau de l'actualité médiatique, que ce soit au niveau international, national ou local. Revenons sur la semaine qui a lieu actuellement, l'événement qui a lieu actuellement. Jasmina, quels sont les objectifs principaux de la SPME qui se déroule actuellement? Alors, c'est vraiment, on a mis en place au niveau localement le village des médias qui dure durant 15 jours, à peu près 2 semaines. Et on accueille beaucoup d'élèves, donc on a 4 classes environ par matinée, où on essaie de leur faire rencontrer des professionnels des médias, donc soit des journalistes, des photojournalistes ou un dessinateur de presse qui évolue justement localement. Donc on leur fait rencontrer des personnes, des professionnels des médias. Il y a aussi des étudiants de l'ISTEP qui viennent justement cette année proposer des ateliers autour de différents sujets comme la désinformation, comme aussi au niveau de la plateforme TikTok. Et voilà, il y a plusieurs ateliers qui leur sont proposés. On a d'ailleurs une web radio qui sera sur place, la web radio de Énergie, notre partenaire. Donc voilà, il y a vraiment un éventail d'ateliers qui leur sont proposés pour développer pour essayer de mieux comprendre le monde des médias. Alors, en quoi consistent les différentes activités que vous allez organiser pendant cette semaine? Oui, alors nous sommes issus de l'éducation populaire, donc nous avons l'habitude de faire de l'animation dans les centres de vacances. Et donc nous, on propose une activité en fait de type jeu de piste, jeu d'enquête, pour que les enfants soient actifs. Donc c'est ça que nous on essaie de mettre en place, quelque chose qui soit ludique, quelque chose qui soit actif, où ils bougent. Et puis, sans s'en rendre compte, ils vont réfléchir aussi dans ce qu'on va proposer. Et toi, Perrine, qu'est-ce que tu vas proposer avec ton équipe? Alors, il y a un certain nombre de professeurs documentalistes qui sont, pour cette occasion, des intervenants d'ateliers. Et on va pas mal travailler autour de la désinformation parce que c'est vrai que c'est un sujet sensible. Et je rejoins ce que dit Wes. L'idée, c'est que les élèves prennent conscience en expérimentant. Donc, on va faire un petit peu pareil sous forme d'enquête, de donner une information et de dire si elle est vraie ou fausse et d'aller chercher le pourquoi. Donc, à l'aide de tablettes, à l'aide de montage photo, de recontextualiser aussi l'information, de voir en fonction de la source, toutes ces petites astuces qu'on essaye de leur donner, qu'ils expérimentent pour, au final, aboutir à c'est une information fiable ou non. Alors, tu nous parles de désinformation. Tout à l'heure, Sandrine, tu nous parlais de doute. Comment justement apprendre aux enfants à comprendre ce qu'ils lisent ou voient dans les médias? Alors en fait, il existe, pour défendre mon métier de journaliste, on est un peu les garde-fous de la fake news, puisque depuis une quinzaine d'années, en fait, il y a un nouveau métier dans le journalisme qui est le fact-checking, qui est la vérification des faits et des informations. Donc quasiment tous les médias ont développé leur service de fact-checking. Ça peut être les décodeurs, les observateurs, vrais ou fake, enfin il y en a plein. Hoaxbuster, qui est un très bon site aussi, où quand on a un doute sur une information, on voit une vidéo, on voit un texte, on voit une photo un peu bizarre. On peut aller sur ces espaces et voir. En général, c'est mis à jour vraiment très bien et on peut voir si c'est une fake news ou pas. Sinon, il y a des outils, mais bon, il y a les Google Images inversées, TinEye. Il y a plusieurs outils en fait numériques disponibles pour débusquer en fait les fake news. Mais c'est vrai que les enfants, les ados, ils vont peut-être pas faire forcément la démarche, mais ils se méfient quand même parce qu'ils ont grandi dans cet univers où ils savent qu'il y a des fake news.
Et donc, voilà, je le redis, il faut il faut vérifier, multiplier les sources. Et il existe des outils numériques. Et puis, les journalistes font très bien leur travail de fact-checking aussi. Je suppose que le métier devient de plus en plus compliqué, puisqu'il y a aussi les intelligences artificielles aujourd'hui qui Oui, alors l'intelligence compliquent un peu. artificielle, c'est vraiment l'arme de manipulation massive. C'est bon, tous les jours, hein, il y a des articles, des fake news créés par l'intelligence artificielle. Il y a plein d'exemples récents. Là, ces derniers jours, c'était des photos pornographiques de Taylor Swift créées par l'intelligence artificielle. Ça a sûrement été créé par des partisans de Donald Trump. Il y a plein d'articles de presse qui viennent de Russie, qui sont créés par des robots, par l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, le seul rempart contre ça, c'est les journalistes eux-mêmes. Et puis, les démentis. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde compliqué. Justement, comment est-ce qu'on peut faire, quels outils ont les enfants et même les adultes pour se prémunir de ces intox? Alors après, ça va dépendre du contexte, hein, mais il y a déjà pas mal de sites en ligne qui sont là pour accompagner les parents, par exemple, parce qu'en fait, il faut pas demander à l'école de tout faire, hein. L'éducation aux médias, c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Alors, le premier lieu éducatif, c'est la famille. Donc, il y a des sites comme ça, comme par exemple Faminum, où on peut trouver des ressources qui peuvent accompagner les parents. Donc après, il y a aussi des sites qui sont plus adaptés, des outils qui sont plus faits pour accompagner les enseignants dans les classes. Et donc, on a par exemple le Clémy, hein, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information de Métropole, qui fournit pas mal de choses aussi. On a un site qui s'appelle aussi Internet sans crainte. Donc, il y a plein de ressources qui sont déjà faites et il faut juste un petit peu de recherche pour s'en emparer. Mais au niveau de l'éducation nationale, il y a beaucoup d'outils qui sont faits. Alors moi, en plus, j'ai la chance de faire partie des CMA, donc le réseau national, qui lui également met à disposition beaucoup de ressources que nous, on utilise. Mais c'est des ressources, par exemple, qui sont travaillées à partir d'une vidéo pour savoir si c'est complotiste ou pas. Perrine, je vais te demander de réagir sur ce que vient de dire Wes et en même temps nous parler de l'importance des mots dans les différents médias. Alors, je voulais compléter le propos en étant vraiment d'accord par rapport au fait que dans les familles aussi, cette éducation média, elle démarre très jeune. Et en tant que parent, si on a besoin d'avoir quelques petites astuces, ça serait déjà de pouvoir découvrir ce que fait son enfant sur son écran, en l'accompagnant le soir, en se mettant à côté, en échangeant, en créant le dialogue. Qu'est-ce que tu regardes? Pourquoi tu aimes ça? À tous les âges, ça fonctionne, hein. Vraiment école primaire, collège. Alors évidemment, le contenu évolue. Mais un jeu vidéo pour un petit, ensuite un réseau social pour une adolescente, c'est vraiment primordial, hein, parce que à partir de ce dialogue-là, même si c'est pas ni la culture, ni notre technique, ni notre intérêt, mais à partir de ce dialogue-là, on va pouvoir être plus en alerte sur ce à quoi je dois faire attention, sur le changement d'attitude de mon enfant, sur simplement de dire, ben voilà, je m'intéresse aussi à toi, ce que tu aimes aujourd'hui et ce qui se passe dans ton école. Donc, c'est vraiment primordial que les parents se mettent à côté, s'assoient à côté de leur enfant et partagent ce qu'ils font sur leur écran. Jasmina, quel est le rôle des parents dans cette éducation aux médias? Comme Wes disait aussi et Perrine, c'est vraiment un tout, hein, l'éducation, donc à l'école, ce qui se fait à la maison. Il faut vraiment que le parent soit concerné par toute cette éducation aux médias et à l'information. Donc c'est un accompagnement de tous les jours où on essaie quand même on se dit toujours, on va limiter les écrans au niveau des enfants. Donc il y a un âge où on peut commencer à essayer de voir tout ce qui se passe au niveau des écrans. Mais il faut limiter le temps déjà, il faut limiter les accès peut-être à pas n'importe qui ne regarde pas n'importe quoi non plus, avec des mots-clés qu'il faut éliminer. Enfin, voilà, il faut vraiment protéger son enfant par rapport à tout ce qui se passe sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il faut être avec les enseignants à l'école, qui sont à l'école et à la maison, voilà. Comme ça, l'enfant, il est protégé au maximum, je vais dire.
Sandrine, on parlait justement avant de l'importance des mots, la sémantique, comment est-ce qu'en tant que journaliste, on choisit ces mots et quelle est cette importance sur la diffusion de l'information? Alors les mots, on les invente pas, hein. Les mots, on reprend les termes officiels souvent. Et puis on cite la source aussi de ce terme. Si c'est une guerre, si quelqu'un a dit que c'était une guerre, ben, on nomme la personne qui a dit que c'était une guerre. Si c'est un autre mot, on n'invente pas les mots, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour rebondir sur ce qu'on disait sur les médias et sur comment éduquer les enfants aux médias aussi, il faut s'adapter aussi à leur façon. Enfin, les médias doivent se remettre un petit peu en question aussi, les médias traditionnels. Bon, enfin, ça existe un petit peu, mais s'adresser aux jeunes par leurs propres moyens, quoi. Comment leur expliquer justement? C'est par des formats différents, des formats courts comme, je sais pas moi, Brut, Combini, Hugo Décrypte. Tous ces petits médias, eux, ils aiment bien les formats courts avec de l'info brute, de l'info un peu rapide, mais c'est sur des espaces crédibles. Hein. Et c'est pas mal de développer, je pense, ces formats pour les jeunes. S'ils ont envie d'en savoir plus, bah, ils vont vers un média, ils vont chercher, mais au moins ils ont de l'info sur des sites qui sont crédibles, bien évidemment. Hein. De toute façon, les sites qui sont pas crédibles, c'est des one shot et puis après ils sont assassinés par tout le monde et puis voilà. C'est un peu les fake news de l'intelligence artificielle, c'est one shot. Ouais. Après le site il est démonté et puis il n'existe plus. Perrine, au final, est-ce que nous, en tant qu'adultes, nous sommes aussi bien formés aux médias? Ça dépend un petit peu de sa formation professionnelle, de sa culture, de son appétence, hein, parce que y a des adultes qui sont vraiment très accros au réseau, qui passent beaucoup de temps, d'autres dont c'est pas la préoccupation. Donc c'est vrai que nos enfants, nos élèves, eux, sont immergés et en fonction des adultes, on n'a pas forcément la même approche. Comme disait Wes, il y a énormément d'outils. Si c'est un sujet qui intéresse les adultes, il est facile de trouver des ressources. Des fois, il y en a même trop. Hein. Mais il est facile de retrouver des petites vidéos explicatives sur un sujet. Là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. Il y a un côté technique, mais on peut retrouver des petites vidéos tutos pour comprendre facilement ces nouveautés. Et ça va très, très, très vite dans le monde numérique aussi. Donc, c'est vrai que de se tenir informé, c'est bien, mais il faut se tenir informé tout le temps. Wes, par exemple, est-ce que si on se retrouve tous avec la famille devant le JT le soir, ça peut être une manière de s'éduquer soi-même et éduquer sa famille, son enfant? Bien sûr, tout à fait. Je pense qu'il faut remettre du collectif dans le visionnage des vidéos, par exemple. Alors, ne serait-ce que comparer, par exemple, la taille de cet écran à la taille de l'écran télé. Moi, je dis, plus l'écran est petit, plus la vision du monde est étriquée. Donc, regarder quelque chose tout seul, ça n'a rien à voir avec regarder quelque chose en famille. Parce que moi, je me souviens que notre génération, on regardait le journal télévisé en famille. Ça a tendance à se perdre. Et on voit que tous ces moments-là, ce sont des moments où chacun est enfermé dans sa bulle. Donc, le fait de regarder en groupe, ça permet d'échanger, ça permet de discuter, ça permet de vraiment communiquer. De réagir et d'avoir des avis différents aussi. Voilà. Et ça peut se faire en famille, mais ça peut se faire aussi avec le groupe d'amis, en classe, nous en centre de vacances. Voilà. Je pense qu'il faut remettre du collectif dans le fait de regarder des images. Jasmina, est-ce qu'il faut une maturité nécessaire pour pouvoir comprendre les médias, voire même s'exprimer sur ce que l'on voit? Alors, on commence déjà au plus jeune âge, hein, au niveau de l'école maternelle. On peut commencer cette éducation aux médias et à l'information. Mais c'est vrai que ça se déroule tout au long de la scolarité de l'enfant. Et je pense qu'il faut, à un moment donné, cette maturité au niveau de la réflexion et se dire que j'ai mon esprit critique quand même à développer pour que je puisse devenir, comme tout à l'heure on disait, un citoyen libre, éclairé et responsable. Il faut quand même se développer, mûrir avec cette éducation-là au fur et à mesure de sa scolarité. Sandrine, on parle beaucoup des médias, donc des téléphones, tu nous parlais de Brut, Hugo Décrypte tout à l'heure. Finalement, le média papier, le journal, vu qu'il se perd de plus en plus, est-ce que pour l'éducation, ce n'est pas une perte? C'est-à-dire,
Une perte pour qui? Une perte de repères, une perte, comment dire, de temps passé sur cette information à la lire. Alors, c'est vrai que pour en ce qui concerne les jeunes et les enfants, le papier, c'est compliqué. Je pense qu'il existera toujours parce qu'il faut de tout. Bon, ça fait 15 ans 20 ans qu'on dit qu'il va disparaître et il est toujours là. Donc non, il existera toujours. Certains jeunes y reviennent, ils aiment bien se poser pour lire, mais bon, c'est plus, c'est marginal. Enfin, pour les jeunes, c'est marginal. Ça, c'est certain. Après, je pense que ça existera toujours parce qu'il en faut pour tout le monde. Et c'est dommageable, d'après toi? Je ne sais pas. Moi, j'adore le numérique. Ouais, quel est les effets positifs de l'éducation aux médias sur le développement des enfants? Ben voilà, c'est un développement accompagné, donc c'est pas un développement chaotique, c'est peut-être plus de bien-être dans la façon d'utiliser les objets parce que on peut être victime de harcèlement, on peut être victime de plein de choses, alors que si on est accompagné, on a compris, on a quelques réflexes et on peut mieux se protéger, comme on disait tout à l'heure. Et vraiment, c'est une leçon de démocratie, une leçon de garder son esprit critique parce que ça va être très très difficile de faire preuve de discernement aujourd'hui. Et de toute façon, l'éducation, c'est toujours positif. Perrine, est-ce qu'on entend assez la voix des enfants dans les médias et est-ce que c'est pertinent? Alors, quand on leur laisse la parole, ils ont toujours quelque chose à dire. Ça, c'est vraiment, on peut, je pense, être tous d'accord autour de la table. C'est que souvent, on se dit qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils n'ont pas la maturité, qu'ils ne seront pas formulés, qu'ils seront trop timides. Donc, on leur met des freins. Laissons-leur la parole et on sera surpris de manière très positive. Et dans le cadre de la semaine de la presse, on organise aussi des concours localement où justement ils peuvent être producteurs de contenu. Donc il y a un concours d'articles, un concours de une, où ils se mettent dans la peau du journaliste et avec des gabarits et des guides, ils nous proposent chaque année des choses formidables. Et il y a un concours aussi national où ils peuvent même gagner des prix au niveau national. Sandrine, est-ce que justement le village des médias, c'est l'occasion de pouvoir permettre aux enfants de s'exprimer? Ah bah oui, complètement, ouais. Et Jasmina, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans le village des médias pour que les enfants puissent s'exprimer Dans tous les ateliers, ils sont là en tant qu'acteurs. Ils vont avoir justement des informations, mais après, ils peuvent agir dans le domaine qu'on leur propose. Voilà, donc oui, tout à fait, ils sont acteurs à ce niveau-là. Wes, tu voulais réagir peut-être par rapport à ça? Par rapport au fait d'être acteur? Oui. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on entend parler de consommer des médias, les gens sont consommateurs de médias. Cette expression m'agace un peu parce que justement, on réduit à être que consommateur. Et c'est pas du tout comme ça que nous on voit notre projet de société. Il faut qu'on soit acteur plutôt que consommateur. Comment devenir acteur justement? Justement, en s'arrêtant déjà pour réfléchir et en se disant que c'est pas lui le chef. On est peut-être plus intelligent que son téléphone et en tout cas il faut qu'on garde ça parce que ce qui est dommage c'est que l'intelligence n'est plus considérée comme une qualité. Il faut être riche, il faut être beau, mais à part ça, on ne te demande pas vraiment d'être intelligent, on te demande de sortir ton portefeuille et de payer quand il faut, bien poliment, sans contredire le discours commercial. C'est un peu dommage. Sandrine, tu voulais réagir? Oui, pour être acteur, effectivement, tout le travail que vous faites, c'est super important justement pour qu'ils comprennent ce que c'est que le métier de journaliste. Puisque là, en fait, quand ils liront quelque chose sur les réseaux ou ailleurs, ils verront que si c'est un travail de journaliste ou si c'est pas un travail de journaliste, ils sauront faire la différence. Pour résumer, en tout cas, notre émission, il faut savoir ce que l'on consomme et savoir recouper les différentes informations que l'on peut voir sur les réseaux sociaux et sur les différents médias, se permettre le doute aussi. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Le site du CMEA, cmeapolynésie.org, le site de la DGE2E aussi pour avoir plus d'informations sur le village des médias qui a lieu actuellement, éducation.pf. Je rappelle les dates, c'est du 18 au 28 mars, ça a déjà commencé. L'émission est disponible sur TNTV Replay. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, votre VA, votre journal en tahitien. On se retrouve demain, 17h15. En attendant,
attendant, passez une bonne soirée. Maruru. Maruru itu tatu faririr a, trahoma, parhayan a.